Chers amis, c'est un bonheur de vous retrouver ce soir après ces mois difficiles qui ont bouleversé notre quotidien et tant de choses dans le monde. Un grand merci à tous d'être là ce soir. Nous sommes aujourd'hui à la salle Wagram pour célébrer ensemble un double palmarès. Les lauréats du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main 2021, mais aussi ceux de l'année dernière. Ce soir, nous décernons donc exceptionnellement 6 récompenses. Pendant plus d'1 an, nous avons eu peur de nos mains. Nous les avons vues comme des transmetteurs d'un virus dangereux. Nous les avons protégées, lavées tant de fois par jour. Nous n'avons plus serré de main. Nos mains ont presque disparu de nos moyens d'expression, y compris en visio, où seuls les visages apparaissaient. Mais c'était mal les connaître. Dans l'ombre des ateliers, elles ont préparé silencieusement leur revanche. Ce soir, les mains de ces talentueux lauréats font la démonstration éclatante qu'elles existent plus que jamais. Elles nous disent que rien ne pourra les empêcher de créer, de façonner la matière pour donner corps aux rêves. Rendons hommage ce soir à leur volonté inspirée. Durant cette période si particulière, il a fallu autant que possible continuer de tendre la main. La Fondation a tout mis en œuvre pour être aux côtés de la grande famille de nos lauréats et celle des métiers d'art. Cette période passée a bouleversé leurs équilibres économiques, tout comme leurs inspirations et leurs créations. Notre soutien au secteur, engagement depuis plus de 20 ans, passe aujourd'hui par cet accompagnement individuel sur le long cours, sans oublier un soutien plus large afin de donner à ces métiers la place qu'ils méritent dans le monde. Ces métiers doivent s'adapter à l'avenir, une recherche constante d'équilibre entre savoir-faire traditionnel et innovation, notamment numérique. Une chance et un défi. Durant les mois que nous venons de traverser, la fermeture des frontières a eu un effet parfois désastreux pour les artisans d'art français. Faire rayonner nos métiers d'art au-delà de la France est un enjeu essentiel à leur vitalité. Il s'agit d'un rayonnement vers de nouveaux marchés déterminants pour la plupart des artisans. Pour toutes ces raisons, la Fondation Bettencourt-Schwaller a décidé de renouveler son soutien à la Villa Kujoyama, résidence française d'artistes au Japon, à Kyoto, qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Nous sommes également très heureux d'être parmi les mécènes fondateurs de la nouvelle résidence française aux États-Unis,
la Villa Albertine. Notre fondation est aujourd'hui la tête de proue d'un ensemble d'actions menées en faveur de l'excellence des métiers d'art. Après ces voyages, découvrons maintenant ensemble le choix de notre jury et de son président, Jean de Loisy. Merci de tout cœur, cher Jean, pour votre engagement fidèle pour le prix. Je remercie également tous les autres membres du jury qui ont eu la tâche difficile de choisir l'excellence ou, pour le dire avec les mots de Joseph Albers, déplier l'esprit et les yeux ainsi que le cœur et les mains. Je vous souhaite à chacun une excellente cérémonie. Merci Françoise. Merci beaucoup Françoise Bettencourt-Meyers. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, willkommen, bienvenue, welcome, de retour dans la salle Wagram, donc pour une nouvelle cérémonie de remise de prix, du prix Lillian Bettencourt pour l'intelligence de la main. La joie, je dirais même le soulagement de se retrouver est quasiment palpable ce soir. Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour soutenir à nouveau l'excellence des métiers d'art. Pour rattraper le temps perdu, la présidente de la Fondation Bettencourt-Schweller vient de le dire, nous allons donc récompenser 6 catégories aujourd'hui, 2 talents d'exception, 2 dialogues, 2 parcours, c'est-à-dire l'édition 2020, où les lauréats sont déjà bien connus par vous tous, et surtout aussi, nous allons découvrir ensemble les lauréats de cette année, donc de l'édition 2021. Commençons donc par ceux qui ont déjà reçu la récompense, les lauréats de l'année dernière, 2020, pour pouvoir enfin applaudir tous ces hommes et les femmes qui portent la flamme de leur métier dans leur cœur. Et pour ce faire, je ne serai pas seule, mais j'aurai le plaisir d'être accompagnée par le président du jury. Françoise Bettencourt-Meyers l'a déjà remercié. C'est donc le directeur de l'École des Beaux-Arts de Paris, Jean de Loisy. Le voici. Merci Annette. J'aimerais beaucoup t'embrasser, mais ça va être difficile dans les temps qui courent. Alors Jean, ça fait 5 ans, président du jury Lillian Bettencourt pour l'intelligence de la main. Un travail incroyable, mais surtout 2 années très particulières derrière, parce que 2 années où les délibérations se sont passées par écran interposé. Alors ça, c'était effectivement très difficile, mais ce qui est assez particulier, ça m'amuse, ça m'intéresse de parler un petit peu de ces 5 ans, parce que ces 5 ans ont été la confirmation de quelque chose que la Fondation ressentait quand elle l'a créé il y a 21 ans maintenant, ou 22 ans, presque, le prix pour l'intelligence de la main. C'est l'intérêt qui commence à se répandre dans la société pour les métiers d'art. Et on le sent très nettement. Il n'est pas possible aujourd'hui d'ouvrir une revue, un magazine sans que les métiers d'art soient évoqués. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les artistes, les créateurs, les architectes, les designers incluent dans leur réalisation les métiers d'art. Et c'est quelque chose qui est très nouveau, ça avait été délaissé un petit peu, et on s'aperçoit à quel point ils prennent de l'importance aujourd'hui. La troisième chose que je ressens, et on l'a ressenti avec le jury de plus en plus et très fortement, et d'ailleurs la présidente vient d'en dire un mot, c'est la façon dont les artisans d'art se servent, ou en tout cas sont à l'écoute des préoccupations du temps. De plus en plus, les grands sujets comme la nature, par exemple, Absolument. comme le développement durable, bien entendu, et comme le numérique, apparaissent dans les métiers d'art. Et donc on sent qu'ils ne sont pas seulement des conservatoires de savoir-faire, ce sont des laboratoires de l'aujourd'hui. Et on le sent de plus en plus. Et ça, c'est passionnant. Alors avec le jury, effectivement, on a eu pour l'année 2020 cette difficulté qui était d'être par écran interposé tous, même le jury qui d'habitude se rassemble autour d'une tarte que Pierre Hermé amène pour que les débats soient agrémentés, eh bien on n'a pas pu le faire et il manquait peut-être la flamme, mais par contre on a bien vu et on en a reparlé ensemble il y a quelques heures, les choix ont été les bons. Ça, c'est quand même très important. Et en 2021, on a pu se réunir à nouveau, les débats sont existés, le caractère commun de ce qu'est un jury avec évidemment la passion, l'échange, etc., c'était là. Et là encore, on est très satisfait des résultats. Superbe. Donc allons tout de suite découvrir d'abord en images qui ont donc emporté ce prix extraordinaire l'année dernière dans les 3 catégories. D'abord par un petit film, les catégories talent d'exception, dialogue et parcours.
Venez Jean, on va se mettre là. J'ai démarré à l'école Estienne, qui est l'école des arts et industries graphiques à Paris, et je me suis spécialisée en gravure taille douce traditionnelle et j'ai aussi découvert la photographie argentique. Je trouvais ces deux techniques absolument magnifiques. Ça a été le début d'une grande histoire d'amour. Il y a cette amitié qui est née, cette envie de travailler ensemble, cette envie de développer des projets ensemble. C'était un vrai engagement de tous les deux. Il y avait un bel équilibre finalement entre nous. L'acronyme d'ICI veut dire incubateur de création incontournable. C'est d'abord des rencontres avec des Montreuillois, créateurs, artistes, artisans. On a compris qu'ils avaient besoin d'outils, ils avaient aussi besoin d'une communauté plus importante et aussi du conseil administratif. Comme ça qu'on a eu l'idée d'ICI Montreuil. L'héliogravure, c'est un procédé qui permet d'aller graver une image photographique dans une matrice en cuivre et d'aller imprimer sur papier. L'hélio, c'est le soleil, c'est très poétique de graver la lumière. Finalement, une des grandes difficultés pour moi, ça a été d'arriver à me faire ma propre idée du savoir-faire de Nicolas, d'avoir aussi ma propre vision par rapport à son savoir-faire. J'ai eu la chance de découvrir cette technique exceptionnelle qui est la laque végétale et tout de suite ça a été le coup de foudre. On a beaucoup échangé autour des propriétés de la laque. La résistance à la chaleur nous est apparue comme un point de départ intéressant et donc assez naturellement on s'est orienté dans l'idée du radiateur. On voulait aussi un lieu qui permette à chacun d'élargir son champ de compétences. Donc des menuisiers qui se forment aux outils numériques ou à la serrurerie par exemple, qui apprennent à souder. Et tout ça, ça crée des liens. C'est un petit peu pour ça qu'on a monté ce lieu aussi. De façon traditionnelle, en gravure, les matrices servent uniquement à la reproduction. On passe à côté vraiment d'un petit trésor parce que les matrices en cuivre, elles recèlent d'une richesse plastique qui est complètement incroyable. L'image qui est gravée prend des directions complètement différentes en fonction de la lumière. Ça bouge, quoi. L'image, elle est vivante. Elle dégage une énergie qui est complètement dingue. Et je lui avais présenté cette technique millénaire qui s'appelle le kanshitsu, qu'on va traduire par laque sèche. Il m'a dit pourquoi il ne changerait pas de couleur. Et là je me suis dit ouais, c'est un radiateur magique. On a ouvert ici Marseille en 2018, ici Nantes en 2019 et la manufacture du Puy-en-Velay en 2020. On est très fiers d'avoir été finalistes. La fondation a compris ce qu'on faisait, que ces savoir-faire des métiers d'art peuvent être aussi mixés avec du design, de l'industriel. Arboris, c'est vraiment un manifeste pour montrer qu'on est des passeurs de savoir-faire, mais qu'il faut les enrichir avec notre expérience, avec notre énergie, puis avec nos rêves aussi. Et moi, mon rêve, c'était d'emmener l'hélio ailleurs et de montrer que c'est un acte de création à part entière. Au final, on a vraiment essayé de tirer le plus parti du savoir-faire de chacun pour faire une pièce qui soit à l'image de cette rencontre. Et vous pouvez applaudir une toute première fois. Mais pas trop. Réservez-vous encore quelques énergies pour donc applaudir fortement les lauréats donc, de 2020. Tout d'abord, talent d'exception pour son œuvre Arboris, l'héliograveur Fanny Boucher. Ouh. Merci. Les lauréats de la récompense Dialogue 2020 pour Entropie, le laqueur Nicolas Pinon et le designer Dimitri Linka. Et pour Parcours, c'est le réseau Make Ici qui l'a emporté, représenté par leurs fondateurs Christine et Nicolas Barthes. Fanny, quel
talent d'exception solaire vous êtes, c'est incroyable. Et en plus, on va s'avancer un peu, parce qu'ici, je crois qu'on est mieux dans la lumière. Merci beaucoup. Alors, ce qui est incroyable, ce que vous faites, parce que surtout, c'est un métier très rare, l'héliogravure. Combien de gens le font encore en France? Alors, il y a 2 ateliers professionnels. Il y a le mien, et puis il y a l'atelier de Marie Levoyer, qui a été mon élève. J'ai eu la chance d'avoir une élève merveilleuse, qui a ensuite monté son atelier, et je peux la suivre au quotidien, et j'en suis très, très fière. Et dans le monde, qui pratique encore l'héliogravure? Il y a une douzaine d'ateliers, on va dire. Alors, mais pourquoi vous avez sorti donc ce métier de son côté obsolète, si j'ose dire? Je ne sais pas, un moment de folie. Ça a été suite à mes études à l'école Estienne, une rencontre avec mon maître en héliogravure, une technique incroyable, et puis je me suis lancée. Il n'y avait plus d'ateliers professionnels en France, donc il a fallu recréer la demande, recréer le savoir-faire, le remettre dans l'inventaire des métiers d'art également. C'est cela. Jean, je pense que vous avez une question pour Fanny, bien sûr. Comment ça s'est passé pendant cette pandémie? Comment avez-vous vécu cela? Comment est-ce que Arboris a résisté? Alors Arboris a résisté. La pandémie a été très compliquée pour l'atelier. Donc soit je faisais une dépression nerveuse dans mon atelier, soit je créais Arboris. J'ai opté pour la seconde option. Alors, mesdames et messieurs, nous applaudissons encore une fois cette femme, cette jeune femme qui, à force de l'obstination, a obtenu Talent d'exception 2020. Merci beaucoup, Fanny. Tout à fait. Et elle a encore des choses à dire à la salle. Oui, je voudrais dire un immense merci à la Fondation Bettencourt pour son soutien pendant cette période difficile. C'est vraiment énorme pour nous, les artisans. Et puis, je voudrais également remercier ma famille Wonderlab, qui a été très présente pour moi, pour tous ses conseils. J'aimerais également remercier Édouard Elias pour son amitié et pour le nombre de promenades qu'on a fait dans la forêt de Meudon pour aller photographier mon chêne. Un immense merci. J'aimerais également remercier mon fils, Mathis, qui est ma source d'émerveillement depuis 18 ans, et son ami Gaspard, qui ont été d'un soutien logistique énorme lors de la rédaction du projet. Et je voudrais finir en remerciant Marie, qui est ma consoeur à mes côtés depuis 6 ans, et également mon maître en héliogravure, Jean-Daniel Lemoine. Qui vous a passé la flamme. Ah oui, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Je voudrais le remercier infiniment et lui dédier ce trophée. Merci. Superbe, merci. Au remerciement de Fanny. Merci Fanny. Alors, nous passons au Dialogue 2020 qui récompense, vous le savez, une collaboration exceptionnelle. Et la vôtre semble avoir été quasiment fusionnelle pour Entropie, donc votre radiateur magique qui change de couleur. Je pense que je laisse d'abord la parole à Jean. Oui, parce que je m'interroge, la sève d'un arbre devient quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas imaginer que ça puisse être quelque chose qui devienne technologique, magique comme cela. Comment ça s'est passé? Ça a été très long. Un long apprentissage qui est passé. C'est vraiment la sève d'un arbre, la laque? Exactement. Donc on vient scarifier le tronc de l'arbre et on récolte cette sève qui a des propriétés assez extraordinaires. Et voilà, c'est vrai que dans le projet avec Dimitri, je lui ai fait découvrir cette matière, je l'ai emmené dans mon univers et on va dire que l'enfant, le bébé qui est sorti ce radiateur a été long et ondulé. Et voilà. et le résultat pour moi est assez extraordinaire. Voilà. On a l'impression presque d'une osmose entre vous deux. Vous avez vraiment superbement bien travaillé ensemble. Donc vous êtes le designer du duo, Dimitri. Est-ce que vous deux, vous avez envie d'aller plus loin, notamment avec l'accompagnement offert par la Fondation? Effectivement, comme vous le dites, ça a vraiment été une collaboration fructueuse et il y a vraiment eu une belle synergie entre Nicolas et moi. Et bien évidemment, on va poursuivre l'aventure avec l'aide de la Fondation. Et ça va s'inscrire dans 2 principaux axes, qui est bien évidemment le développement du radiateur. Donc on est en train déjà de travailler sur une déclinaison formelle et technique de ce premier projet. Et actuellement, on est en train de réfléchir à l'autre axe, qui serait sur la valorisation d'une ancienne technique qui fait partie de notre patrimoine culturel, qui est celle du carton compressé. Ah bon? Et oui, il faut savoir qu'en France, dans la seconde moitié du 19e siècle, il y avait toute une série d'objets qui étaient produits avec cette technique, en passant de la boîte au mobilier, au ramasse-miettes, enfin tout un panel. Et l'idée, ça serait de pouvoir réinterroger cette technique avec les outils plus contemporains, comme l'a très bien dit Jean Deloisy,
le numérique par exemple, et le savoir-faire bien évidemment de Nicolas Bien avec sûr. cette finition végétale. Et vous êtes parfaitement dans l'air du temps, justement, en pensant bien à l'environnement, parce que le carton pressé, forcément, C'est important, oui. c'est important. Mais c'est formidable. Je vous laisse aussi, évidemment, le temps de remercier qui vous souhaitez. Bah, merci. Moi déjà, dans un premier temps, j'aimerais remercier la Fondation Bettencourt pour leur soutien et leur confiance. Et on va tâcher de ne pas non plus les décevoir et d'arriver à mener nos projets à terme avec Nicolas. J'aimerais aussi remercier Anthony Eng, qui est l'ingénieur qui a travaillé sur ce projet avec nous, qui malheureusement n'a pas pu être présent ce soir. Et j'aimerais toucher un mot sur ce que représente le prix aussi pour moi. Allez-y, Dimitri, voilà, dites-le nous. Je sens que vous avez le cœur plein. Partagez Oui, avec nous ce que vous ressentez. Bah, c'est une très grande fierté parce que ça a toujours représenté quelque chose d'inaccessible. C'était un prix dont je rêvais quand j'étais encore étudiant à l'école Boulle. Et aujourd'hui, de me retrouver devant vous ce soir, c'est une victoire. Et de pouvoir le partager avec Nicolas, c'est encore plus fort parce que je pense que le projet qu'on a proposé est aussi à l'image de l'exigence de ce concours. Et ça a vraiment une valeur importante, en tout cas pour moi. Et je suis très très honoré et j'aimerais aussi dire que je suis très heureux aussi de pouvoir partager ça avec mes proches, ma Et famille, bien sûr, qui sont là ce soir. mes amis, et j'espère qu'en tout cas ça les rend fiers. Mais Parce que il le moi- sent, Nicolas, il le sent, Dimitri, pardon. Et voilà, je leur dédie en tout cas ce prix aussi parce que voilà, on est pour beaucoup des indépendants, des entrepreneurs Mais et bien c'est sûr. pas un chemin qui est facile. Et c'est vrai que voilà, dans les moments difficiles, la famille elle est présente, elle soutient, les proches aussi. Et je leur dédie vraiment ce prix parce que je pense que sans leur soutien, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. C'est Voilà. magnifique ce que vous dites. Maintenant, Merci. vous faites partie d'une autre famille, ceux des lauréats de la Fondation Bettencourt-Schwiller. Nicolas, à vous. Et voilà, moi aussi, je voudrais remercier quelques personnes. En premier, ma famille. Et quand, à l'âge de 15 ans, je leur ai dit je veux être artisan, ils m'ont dit vas-y, fonce, suis ta passion, ton rêve. Et voilà, être ici aujourd'hui, c'est une récompense pour moi et pour eux aussi. Et voilà, un petit hommage à mon père qui nous a quittés cette année. Et voilà, je voudrais lui dédier ce prix. Et voilà, une autre personne encore qui est mon maître, Nagatoshi Onishi, qui m'a ouvert son atelier au Japon et qui m'a transmis tout son savoir-faire. Superbe. Le Japon, de toute façon, qui aura droit de cite plusieurs fois ce soir. Nous applaudissons encore une fois Dialogue 2020, Nicolas Linka et Dimitri Linka et Nicolas Pinon. Merci beaucoup. Et nous passons à la troisième station, donc Make Ici. Alors, vous l'avez bien dit dans le film, Christine, je sais que c'est un incubateur de création incontournable. Donc, en fait, Nicolas, c'est un réseau de manufactures. Donc, combien d'endroits en France vous êtes déjà établis et combien d'artisans trouvent ainsi une maison pour créer? Effectivement, c'est un réseau. Aujourd'hui, on a 5 sites en Un France. peu plus fort, s'il vous plaît. On a 5 sites en France Uh-huh. et on a à peu près entre 60 et 80 résidents par site, donc à peu près 300 aujourd'hui qui sont pour 2 tiers artisans d'art et un autre tiers dans les métiers de la conception et de la fabrication numérique. Vous allez vous arrêter où? C'est incroyable, il y en a de plus en plus en France que vous fabriquez, que vous suscitez, que vous proposez. Bon, on ne veut pas en faire 50, mais on se dit... on C'est quoi la limite? On n'a pas de plan. Ni plan, ni limite, si je comprends bien. C'est des projets, et les villes nous plaisent, les projets nous plaisent. Quel sera le prochain, vous le savez déjà? Les 3 qu'on va ouvrir en 2022, il y a Tours, on va ouvrir à Tours, on va ouvrir dans un village du Morvan, en plein cœur du Morvan, Très bien. et aussi à Paris. Et sur la récompense, nous l'avons déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui, donc le prix Dialogue comporte aussi un accompagnement dans le temps. Et vous savez déjà quel est le projet que vous aimeriez réaliser grâce à ce soutien? Oui, parce qu'en fait, on a donc des lieux un peu partout en France, et en fait, chaque lieu est une communauté Séparée. régionale, on va dire, qui se connecte. Mais là, on a besoin de créer une communauté nationale. Donc du coup, avec l'aide de la Fondation, on va travailler sur une solution, on ne sait pas laquelle encore, qui va permettre de connecter l'ensemble de nos résidents et de notre staff et partenaires, si ça marche bien, au niveau national. Donc on imagine qu'il va y avoir du numérique, mais on ne voudrait pas que ce soit que un outil numérique. Un réseau, en fait. Un réseau vous allez essayer de créer plutôt un réseau, soit par analogue, soit par le digital. Vous ne le savez pas Oui, encore. parce qu'en fait, il y a des résidents d'ici Montreuil qui ont besoin de savoir-faire qui sont à Marseille.
Et Bien sûr. ils ne connaissent pas forcément les résidents qui sont à Marseille. Ou Ils pourraient inversement. créer ensemble. Voilà, donc du coup, quand ils recherchent quelqu'un ou un professionnel qui a ses savoir-faire, il faudrait qu'il puisse le faire facilement. C'est ça. Entre autres. Christine, c'est vous qui l'avez dit dans le film, ça crée surtout aussi le lien. C'est bien ça qui vous importe, vous, le plus. Vous avez qu'à dire oui. Oui. Voilà. Vous avez compris, Christine n'aime pas beaucoup s'exprimer sur scène, mais elle a parlé. Donc je vous laisse à vous de faire les remerciements. Vous voulez encore remercier? Oui, alors du coup, on voudrait remercier ce prix. Effectivement, on est les cofondateurs de Make Ici, mais si on a obtenu ce prix, c'est parce qu'il y a 300 résidents et qu'on a un staff qui a cru à ce projet. Donc en fait, ce prix n'est pas seulement le nôtre, mais c'est celui de nos résidents et de notre staff. On voudrait aussi remercier, moi je voudrais remercier ma famille, j'ai mes parents qui sont là sur scène. On a un autre membre de notre famille, Olivier, qui est dans la salle, je ne sais pas où il est, mais je voudrais remercier parce qu'il a cru en nous dès le départ. Et aussi, on voudrait remercier nos partenaires qui nous aident depuis le début. Parce qu'en fait, pour ouvrir des lieux, on ne les fait pas tout seul. Il faut aussi des financeurs, et on a la chance d'avoir des financeurs à impact, comme on dit, qui nous ont soutenus depuis le début et qui nous soutiennent encore pour ouvrir chacun de nos différents sites. Voilà. Et bien sûr, pour terminer, la fondation qui a osé, on va dire ça comme ça, soutenir, et les membres du jury qui ont osé soutenir une structure comme hyper atypique. Super atypique, mais extrêmement important, et visiblement le jury a adoré votre initiative. Donc bravo à Parcours 2020. Et la joie n'est pas finie parce que nous allons nous retrouver tout à l'heure, tout à la fin, pour la remise du trophée. Mais dans l'immédiat, merci beaucoup et je vous demande de regagner votre petite place dans la salle. Merci et à tout à l'heure. Merci aussi à toi, Jean, de m'avoir aidé de faire ça. Donc, on va se dire, mesdames et messieurs, que un rideau imaginaire se ferme et pouf, il se rouvre pour l'autre cérémonie, celle dont vous ne connaissez pas encore les noms des lauréats, donc la remise du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main 2021. Vous le savez, les noms des lauréats sont toujours encore tenus secrets. Et juste avant de rendre hommage à ce qu'ils ont fait, je voudrais d'abord rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui, dans l'ombre, travaillent d'une façon acharnée pour rendre ce palmarès possible. Car vous le savez, pour choisir un lauréat, il faut plusieurs étapes. Et notamment, cette année encore, 22 experts ont été mobilisés dans 3 catégories distinctes. Un comité donc pour chaque récompense, talent d'exception, dialogue, parcours. Vous voyez les noms de ces femmes et hommes de grand savoir-faire défiler derrière moi. Ils ont mis toute leur expertise et leur engagement au service de ce prix. Et je peux vous rassurer c'est vraiment difficile de départager. Il y a une centaine de dossiers qui arrivent. Il faut bien juger quel dossier a le droit, si j'ose dire, d'être parmi les finalistes. C'est donc leur travail extraordinaire qu'ils accomplissent chaque année. Ces 3 comités d'experts se sont donc engagés avec rigueur et professionnalisme pour faire ce travail. Merci de les récompenser à leur tour par vos applaudissements. Et une fois ce pré-choix établi, ce sont ces personnes-là qui rentrent en jeu. Le jury du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main, il auditionne donc les finalistes un par un. Vous l'avez compris cette année, et c'était par visio, mais normalement c'est de visu. Et voilà donc ce jury 2021. Commencé par une habituée du jury, Ala Wardé. Elle est architecte libano-française et commissaire d'exposition du pavillon libanais à la Biennale de Venise cette année. À notre visage bien familier, Pierre Hermé, le meilleur pâtissier du monde en toute simplicité, passionné des savoir-faire et toujours à la recherche du dépassement de soi. Il y a également la franco-libanaise Lisa White, dénicheuse de tendances professionnelles et ancien commissaire principal de la Biennale internationale de design de Saint-Étienne.
Une autre femme dont le regard est résolument tourné vers le futur, c'est Patricia Ribaud. Elle est professeure des universités en Performance Design Research à l'école d'art de design de Weissensee de Berlin et elle fait partie d'un cluster d'excellence de la prestigieuse Humboldt-Universität à Berlin, ma ville natale. Le design est aussi la spécialité de Didier tout à l'heure je le savais Didier Krentowski, il ne faut juste pas parler du Z, Didier Krentowski, c'est donc un grand expert en design avec sa galerie ici à Londres, c'est un lieu d'exposition mais aussi une structure de production et d'éducation au design. Et puis, comme tous les ans, il y a un ancien lauréat qui fait partie du jury. L'année dernière, c'était la sculptrice de cire Mona Oren. Et cette année, c'est le talent d'exception 2016, le graveur Didier Mutel. Et puis, last but not least, mais vous l'avez déjà tous vu en chair et en os, le président qui vraiment fait ça avec un talent inouï, Jean Deloisy, directeur de l'école des Beaux-Arts de Paris. Alors là aussi, exactement, vous avez compris. Merci. Jean l'a bien dit, c'est dans un échange vif, un changement de perspective, il y a différents savoir-faire, différents points forts de chaque membre du jury et ensemble, en souvent discutant d'une façon assez élevée, il faut le dire, ils établissent donc ensemble ce palmarès d'excellence. Donc au nom de la Fondation, encore une fois, un énorme merci. Mais alors, qui a su convaincre ce jury cette année? Commençons par talent d'exception. Alors, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, cette catégorie donc met en lumière la maîtrise du geste parfait, l'innovation et le dépassement de soi et de l'artiste et de son art. Et pour vous en parler un peu mieux et pour surtout vous dévoiler le gagnant de cette année, j'appelle un autre membre du jury à me rejoindre. Merci Ala Wardé de venir sur scène équipé de son petit microphone. Voilà, c'est cet jeune homme qui vous tend le microphone. Merci Ala. Alors, chère Ala, c'est la 3e année déjà que vous siégez au jury, donc vous avez déjà été à l'origine de pas mal de palmarès d'exception. Alors, en tant qu'architecte, quel regard portez-vous sur les métiers d'art d'aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, avant d'être architecte, j'ai passé une partie de ma vie au Liban et je suis très attachée au métier d'art, à l'artisanat. Mon père avait fondé l'artisan du Liban, donc les métiers d'art et l'artisanat est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours. Mais dans mon métier d'architecte, c'est vrai que j'ai toujours aimé associer ces métiers d'art et très en amont d'un projet. Ils peuvent changer, je crois, le cours d'un projet architectural. Absolument, et puis ils apportent aussi beaucoup de richesse dans les détails, tout à fait. Dans tout ce qui fait l'architecture, la lumière, des femmes et des hommes passionnés, on pourrait dire. Merci beaucoup à Ala Wardé. Et donc maintenant à vous l'honneur de nous dévoiler le nom du lauréat. Alors, le lauréat talent d'exception de la 2e édition du prix est l'artisan joaillier Karl Maslow. Karl, un fan club dans la salle. Ah, vous n'êtes pas venu seul, Karl. Avant de vous présenter ce jeune lauréat qui réinvente la joaillerie à sa façon, découvrons d'abord son œuvre par un petit film. Est-ce que vous savez que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure dans un pays asiatique? Je suis issu d'une famille d'artistes, dont mon père qui est artisan joaillier. À la maison, quand il revenait de l'atelier, il nous montrait des bijoux qu'il avait faits. Je trouvais ça juste incroyable. Ça a éveillé quelque chose en moi, ça a éveillé de la curiosité. Petit à petit, il y a cet émerveillement pour le travail du métal qui est arrivé. J'ai étudié à l'école Boulle, l'art du bijou et du joyau. En allant au Japon, j'espérais en fait dialoguer avec d'autres savoir-faire.
C'était pour moi le point de départ d'une nouvelle démarche artistique. Au Japon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils conçoivent les architectures en fonction de la nature et de la lumière. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Ils imaginent vraiment l'architecture dans l'espace et je voulais vraiment donner cette même vision à Black Garden et jouer avec la lumière. J'ai appelé le Jardin Noir parce que c'est un paysage qui est vu de haut, que j'ai imaginé de nuit. C'est un bijou qui est fabriqué avec son dispositif de mise en scène. C'est l'usage du bijou lorsqu'il n'est pas porté et sortir de son contexte l'écrin. C'est une bague qui représente un personnage que j'ai sculpté à la main, qui est adossé à un rocher. J'ai imaginé au bord d'un précipice, pas pour qu'il se jette dans le vide, mais pour montrer qu'il y a tout un univers infini autour. Il y a cette notion de surprise et de geste où en fait on soulève la partie centrale pour y découvrir un paysage qui est caché. L'idée c'était d'éveiller l'imaginaire de chacun. Quand j'ai eu l'annonce du prix, j'étais si heureux que cette pièce soit récompensée parce qu'elle est très importante pour moi dans ma démarche. C'est une valorisation de mon métier qui demande à être dépoussiéré, d'une autre vision plus contemporaine, on va dire plus innovante, en mixant des savoir-faire, en créant des collaborations. Ce qui a défini la surface d'expression générale de la pièce, c'est une technique qui s'appelle le suminegashi. C'est une technique d'encre flottante. On vient déposer des encres à la surface de l'eau et qui crée ces ondes. Il y a ce côté magique où l'encre flotte et on vient passer le papier sur cette encre-là pour qu'elle s'y dépose. J'ai fait des tests et des tests pour obtenir quelque chose qui était harmonieux et qui définissait bien ce que j'avais envie de retranscrire dans la forme générale. L'œuvre est composée principalement d'acier damassé. L'acier damassé, en fait, c'est une superposition de différentes couches d'acier qui sont teneurs en carbone différents, donc ce qui crée un graphisme dans la matière. Et c'est une matière qui est extrêmement dure à travailler, qui se travaille à rouge à plus de 1000 degrés. C'est comme un dialogue avec le feu, le marteau et cette matière qui m'intéressait d'exprimer dans la pièce. Il y a l'opération où on vient révéler les veinages du métal. En partie, j'ai fait une solution à base de thé. Le thé vient colorer et laisser une empreinte sur l'acier, ce qui va lui donner en fait une marbrure naturelle. C'était important pour moi de trouver aussi une alternative aux produits chimiques qui sont utilisés pour les patines. En plus, ça sentait bon. La bague qui est au centre est fabriquée en or et représente un personnage que j'ai sculpté en argent. C'est assez compliqué puisque ça regroupe plein de techniques différentes de la joaillerie traditionnelle. Évidemment, il y a eu des imprévus, il y a eu des ratés, donc c'est une pièce finalement qui m'a pris des années à penser et à tester. Ces imprévus-là ont fait que je me suis familiarisé avec la technique, avec la matière, et ensuite ça allait tout seul. Mon but, c'est d'amener la joaillerie ailleurs et de l'écarter peu à peu de l'univers du luxe et aller plus vers quelque chose de poétique, de plus artistique. Avec ce prix, je vais pouvoir concrétiser un peu toutes mes idées qui dorment sur mes carnets de croquis, les maquettes que je ne peux pas vraiment réaliser parce qu'il me manque du temps et de la matière. Donc tout ça, c'est juste incroyable. Je ne sais plus quoi dire. Je suis très content.
Et donc, voici le talent d'exception 2021 pour Black Garden, l'artisan joaillier, Karl Maslow. On le prend au milieu. Venez, Karl. On le prend au milieu. Venez, Karl. Normalement, mon grand plaisir, c'est d'embrasser les gagnants, mais cette année, je ne vais pas pouvoir le faire. Toutes mes félicitations. Quelle œuvre extraordinaire à multiples facettes. Mais la première question revient sans aucun doute à Ale Wardé, parce qu'elle est venue le voir vendredi dans son atelier. Alors, à vous de poser la première question, chère Ale. Oui, alors c'est vrai que j'ai eu le plaisir d'aller, d'avoir le privilège de rentrer dans cet atelier absolument extraordinaire et de rencontrer pour la première fois, parce que c'est vrai qu'on avait vu votre œuvre par écran quand on s'est réunis avec le jury. Et d'abord, j'ai découvert une chose que je ne connaissais pas, c'est des origines communes libanaises. Une première petite surprise. Formidable, il y a des choses à se dire. Là-bas. Mais surtout, je l'ai laissé parler de son travail et c'était absolument fascinant parce que j'avais l'impression d'écouter à la fois un paysagiste, un architecte, un sculpteur, un conteur, un joaillier au passage, mais toutes ces disciplines, et c'était assez étonnant. Vous parliez du travail du temps et des saisons sur la lumière, etc. Et puis j'ai découvert cette œuvre qu'on voit là, que vous avez créée, qui est une œuvre totale et qui réunit un peu toutes ces disciplines. Donc c'était absolument fascinant. Moi, je voulais savoir, parmi toutes ces disciplines, parce que voilà, ces multiples facettes, est-ce qu'il y en a une à laquelle vous vous identifiez, en plus d'être joaillier, puisque vous vous présentez comme ça? Je pense que je réunirai toutes les facettes. C'est difficile pour moi de me contenter juste à être joaillier. Justement, j'avais pas envie de m'enfermer dans une case. La joaillerie, en général, tout est séparé dans les corps de métier. Il y a la personne qui fait le dessin, la personne qui va faire le travail du métal, le travail de la pierre. J'avais pas envie de me mettre des barrières. Donc, je dirais que je suis un peu multicasquette et c'est ça que j'ai envie de développer dans le futur. C'est ça pour moi la vraie liberté et la spontanéité dans la création. Dans votre côté plein de facettes, cher Karl, il y a justement aussi plein d'inspirations d'ailleurs, et notamment le Japon. C'est la deuxième fois qu'on parle aujourd'hui du Japon. Alors, vous étiez déjà locataire de la Villa Kujuyama, donc aussi soutenue par la Fondation en 2016. Et le Japon, l'autre grand pays des savoir-faire, c'était une sorte d'immersion que vous avez fait sur place. Racontez-nous ça un peu. Oui, c'était une totale immersion. Je dirais que c'était même une parenthèse enchantée que m'a offert l'Institut français déjà et la Fondation Bettencourt-Schoeller qui mécène donc cette résidence. Et c'est des temps très importants pour les créateurs et les artisans et les designers parce que à Paris, dans nos ateliers, on est tout le temps perturbé. Bien sûr, et là c'est le calme, c'est ça? C'est le calme, c'était vraiment l'initiation à la culture japonaise, le zen. C'est ça, votre atelier est zen aussi, complètement zen, d'après ce que j'ai vu. Et voilà, vraiment le Japon pour moi c'est quelque chose d'important parce qu'il a changé littéralement ma démarche. Et si aujourd'hui j'étais pas parti faire ces recherches-là, jamais j'aurais pu, j'aurais jamais eu l'audace de participer à ce concours-là. Donc ça vous a donné aussi du courage de voir, parce que je crois que les métiers d'art sont vraiment tenus vraiment en honneur au Japon. Il y a justement le geste millénaire qui est perpétué, tout ça, et c'est tout à fait dans votre démarche. Mais il me semble que vous voulez aussi encore découvrir d'autres pays, c'est bien ça, pour voir d'autres façons d'approche de la joaillerie? Oui, c'est en partie l'aide que va me permettre, c'est les recherches que je vais pouvoir développer avec ce prix. Ça va être d'aller à la rencontre d'autres cultures, parce qu'il y a plein d'autres cultures dans le monde où ils ont une autre approche et une autre vision du bijou. Et j'aimerais comprendre un peu mieux ce langage pour pouvoir le rapporter en France et le promouvoir. Dites-nous juste, mis à part le Japon, quelle sera votre prochaine destination?
Eh ben, ça va dépendre des frontières qui vont s'ouvrir. Disons dans un monde merveilleux où on pourrait voyager à nouveau normalement. Non, je dirais plutôt l'Amérique latine. J'ai pensé à ça, parce qu'il y a aussi une idée de parure extraordinaire, ancestrale sur place. Et puis ils ont cette fonction du bijou qu'ils abordent comme presque talismanique, magique et protectrice. Et je trouve que c'est très important de valoriser cette fonction-là du bijou. Où, en fait, vous allez mélanger tout ça pour en faire votre art à vous. Oui, moi je vais essayer. On le sent très bien. Allez, je sais, vous étiez fasciné par un détail de Black Garden. Oui, enfin cette œuvre, effectivement, qui est faite avec l'arme blanche qui fait un jardin noir, mais pas seulement cette œuvre-là, mais aussi, j'en ai vu d'autres, des bols à saké, etc. Dans vos œuvres, il y a toujours un tout petit personnage qui est caché quelque part. Donc, si je peux me permettre une dernière question, s'il vous plaît. À quoi rêve le petit Karl Maslow qui se trouve dans l'œuvre du grand Karl Maslow? C'est une question qui est assez compliquée. Ah non, Karl, compliqué, non. C'est un peu intime. Il y a beaucoup de rêves que j'ai envie de réaliser, et notamment aujourd'hui, il y a un rêve qui se produit en ce moment. C'était d'avoir ce prix. C'était très important pour montrer que la joaillerie peut emporter, voilà. Absolument. Et voilà. Donc vous répondez pas à la question du petit personnage. On l'a compris, ce n'est pas grave, on va pas insister du tout. Une dernière petite chose, avant que je vous laisse aussi évidemment la place pour vos remerciements. Vous m'avez dit, quand on a parlé en amont, que vous souhaitez conjuguer pas seulement votre savoir avec d'autres cultures d'ailleurs, mais avec d'autres savoir-faire aussi. Donc si c'est pas aujourd'hui l'occasion de lancer un appel d'offres à d'autres maîtres d'art, de la pierre, du métal, de la plume, de la perle, alors lancez votre appel, Karl. Voilà. Qui vous cherchez pour collaborer? Tout le monde qui voudra bien collaborer, mais surtout... Ça va être la queue. Hein. Non, surtout, l'important, c'est de pouvoir, on va dire, transmettre l'un et l'autre. En fait, je vois la collaboration comme un échange de savoir-faire. Et pour moi, c'est la seule façon d'innover dans mon métier, en tout cas, je l'ai vu comme ça, c'est d'aller vers les autres. C'est une façon de faire grandir ma démarche et d'essayer de me surpasser. Je sens qu'il va être candidat à Dialogue bientôt. Hein. Voilà. Et oui, je voulais remercier aussi. S'il vous plaît, absolument, c'est le moment. Oui, je voulais déjà remercier encore la Fondation Bettencourt-Chiola et son jury pour votre confiance. Et aussi tous les lauréats de la Fondation qui m'ont quelque part donné l'envie de me surpasser dans mon métier et de proposer quelque chose de différent à ce prix. Et toutes tous ceux-là qui ont tout à l'heure tellement fortement applaudi pour vous, je pense. Il y a le fan club Karl Maslow avec nous ce soir. Donc... Ouais, je remercie ces anges gardiens qui, sans eux, j'aurais jamais pu avoir la détermination de continuer de me lancer tout ça. De persévérer et de faire tout ça, absolument. Et toutes ces institutions, comme les Ateliers de Paris, qui m'ont vraiment soutenu dans mon projet professionnel. Et donc, j'aimerais dédier ce prix à toutes ces bonnes étoiles et ces anges gardiens qui me soutiennent de près et de loin. Magnifique, voilà. Merci beaucoup. Karl Laszlo, talent d'exception 2021, et sachez que son œuvre ainsi que toutes les autres œuvres, on va exceptionnellement pas les découvrir ce soir, mais à partir de lundi chez Christie's, je vous en dirai plus tout à l'heure, mais c'est juste pour que tous les gens qui sont maintenant curieux de regarder ce Black Garden, ça sera possible à partir de lundi. Et sur ça, oui. Oui, je voulais juste remercier Isabelle Dupuis-Chavana parce que ça a été la réalisatrice de ce magnifique film que je viens de découvrir et je suis un peu ému, donc voilà, je voulais la remercier ainsi que la fondation qui mécène. Voilà. Merci aussi pour le film. Merci beaucoup et à tout à l'heure. On se retrouve pour la remise de prix. Merci Ala. Nous voilà donc encore deux lauréats ou couples de lauréats ou trio de lauréats à découvrir. Passons donc maintenant à la
catégorie dialogue. Dialogue, vous le saviez déjà, c'est une histoire d'une collaboration exceptionnelle, une osmose, comme on a entendu tout à l'heure, un travail où chacun fructifie le travail de l'autre, donc toujours entre un artisan d'art et un ou plusieurs designers. Pour vous en parler, je ne serai pas seule non plus, mais j'aurai le plaisir de vous présenter sur scène Pierre Hermé, l'autre membre du jury. Merci Pierre, ce sont vos applaudissements. Bonjour Pierre. Bonsoir. Je sais, aucun obstacle était assez haut pour que vous veniez nous rejoindre ce soir. Ça, c'est formidable. On va s'avancer un tout petit peu. Alors, Pierre, vous êtes vraiment un fidèle du jury. Ça fait des années que vous prêtez votre œil vraiment très précis, votre envie d'excellence au service de la Fondation. Et en tant que maître pâtissier, vous commencé très tôt le dialogue avec d'autres corps de métier, notamment avec les designers. Racontez-nous ça, parce que c'est ça la catégorie, dialogue. En fait, cette notion de dialogue m'est très chère, parce que dès 1993, je l'ai initiée dans mon métier avec un designer. J'ai eu une envie qui était celle de confronter mon travail de pâtissier avec celui d'un designer, à l'époque Yann Pénors, et nous avons créé ensemble la cerise sur le gâteau, qui est aujourd'hui toujours disponible. C'était un gâteau qui sortait de l'ordinaire et qui ressemblait à un gâteau, mais qui était dessiné. Dans les proportions aussi, les plus grands. Ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est justement la somme des contraintes et des solutions qu'il faut inventer. Et je trouve que l'échange est tellement enrichissant que j'ai depuis continué avec d'autres disciplines, d'autres artistes. Et c'est un prix qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Alors, dans ce cas-là, c'est facile. C'est à vous, évidemment, l'honneur de nous dévoiler donc les lauréats dans cette catégorie. Grégory Rosenblatt, porcelainier, Nicolas Lelièvre, designer, et Florian Briand, je dirais. Designer. Et avant d'applaudir et de faire leur connaissance, regardons ensemble ce qu'ils ont fabriqué. Vous allez être étonnés. Tout le monde connaît Limoges pour sa porcelaine, sa céramique. Et donc la ville de Limoges a lancé une commande publique pour la création d'un jalonnement en céramique dans le centre-ville. Je m'appelle Nicolas Lelièvre et donc c'est à cet appel que j'ai répondu avec Florian Briand, qui est architecte designer basé à Londres. C'est bon, tu me reçois? C'est OK? Et du coup là je vais te poser dans le champ, comme ça on va pouvoir converser de manière collégiale. Notre projet Aotsugi est une déclinaison à l'échelle urbaine de l'art du kitsugi japonais, qui consiste à réparer des objets avec une pâte à base d'or. Il y avait cette volonté pour nous d'essayer de réparer la ville avec ce matériau à connotation fragile qu'est la porcelaine. Il est composé de 20 pièces qui sont disséminées entre le musée des Beaux-Arts et le musée de la porcelaine Adrien Duboucher. On ne connaissait rien à la porcelaine, mais on a eu vent de quelques expériences que Grégory avait menées dans l'espace public. Donc ça nous a semblé tout naturel de le contacter lui en priorité pour amorcer ce dialogue sur la conception d'Aotsugi. Grégory Rosenblatt, je dirige les ateliers Arquet depuis une quinzaine d'années. Nous avons préservé l'ensemble des métiers et des savoir-faire liés à la fabrication de la porcelaine. Le modelage, le coulage, l'émaillage, la cuisson et le décor. C'est typiquement le genre de projet qu'on ne peut pas se permettre d'aborder dans une relation de commanditaire à fabricant. Ça doit vraiment reposer sur un échange hyper régulier. Pendant 2 ans, vous avez pu mener un dialogue technique et artistique avec l'ensemble du personnel dans l'atelier et continuer de développer les différentes pièces. Le bleu de four, c'est quelque chose qui est très lié à la ville de Limoges et qui était utilisé pour réaliser des pièces d'exception.
Oui, puis pour les Limougeaux, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment l'émail traditionnel, emblématique. Greg a su dire ok, on va essayer. Ça nous a donné une grande liberté. On a mis au point des techniques d'assemblage, de collage pour pouvoir réaliser des pièces qui normalement ne sont pas réalisées en porcelaine. L'espace public, c'est quelque chose qu'on partage tous, mais dont on a chacun une perception propre. Aotsugi ne cherche pas à définir un parcours précis. Chacun peut se fabriquer son propre parcours. Donc c'est pour ça qu'aussi que les pièces sont très disparates. Il y en a qui sont très visibles, puis d'autres qui sont plus discrètes, voire pour certaines d'entre elles presque cachées, secrètes. Pour la pose de certaines pièces, ça a été assez compliqué. On pensait pouvoir tout simplement prendre l'empreinte du réel. En fait, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. C'est ce décalage entre l'idée initiale et puis la réalité de ce que nous avons mesuré qui nous a conduit à repenser l'assemblage des différentes pièces. Comme le modèle doit être agrandi de 14% pour compenser le retrait pendant la cuisson et que le moule lui-même fait 10-15 cm de plus, on se retrouvait avec des moules et des pièces énormes, ce qui générait une difficulté technique que nous avons contournée en découpant les objets en plusieurs éléments. L'obtention de ce prix reconnaît le travail que nous avons engagé depuis plusieurs années en essayant de nous reconvertir sur des activités de création, design ou artistique. C'est une grande joie pour nous que de pouvoir voir tout ce travail qui est reconnu. Donc là, ça va être l'occasion de reprendre la recherche et d'aboutir la démarche telle qu'on l'avait imaginée au départ. Voilà. Attends, on fait accomplir par là et puis... Merci d'accueillir avec nous les lauréats de la récompense Dialogue 2021 pour leur œuvre Aotsugi, le porcelainier Grégory Rosenblatt et les designers Nicolas Lelièvre et Florian Brier. Les voici. Bonjour messieurs, je m'adresse si vous permettez d'abord aux artisans d'art. Bonjour, très joli nœud autour du cou, je suis très fière de vous. Grégory, cette histoire du bleu de four, je trouvais magnifique, c'est une couleur, on vient de l'entendre, qui a une histoire dans la ville. C'est vous qui avez amené cette idée de bleu de four dans votre trio? Le bleu de four, c'est une couleur très particulière qu'on obtient avec du cobalt, que l'on mélange avec l'émail et que l'on cuit à très haute température avec la porcelaine en fait. C'est ce qui donne cette profondeur et cette couleur. Parce que normalement on brûle d'abord et on met la couleur après. La grande majorité des décors sur porcelaine se font sur une porcelaine qui est déjà cuite et à plus basse température et avec un reflet ou disons une couleur un petit peu différente en fait. Et donc c'est cette couleur si particulière qui est facilement identifiable et qui crée justement ce lien entre les différentes pièces et qui crée ce trait d'union entre tous les jalons du parcours pour le public à Limoges. Formidable, j'envie un peu les gens qui habitent à Limoges, qui voient toutes ces choses apparaître. Alors Pierre, je vous laisse poser une question sur la collaboration de cette équipe qui est un peu dispersée, parce que je rappelle que vous habitez à Londres, vous à Grenoble et vous à Limoges. Donc comment vous avez fait pour créer? Je vous laisse... Alors, je crois qu'à l'origine de votre collaboration, c'est un appel à concours lancé par la ville de Limoges? Oui, tout à fait. Oui, c'est une commande publique de la ville de Limoges, donc comme on précise dans le film, qui voulait se constituer un système de jalonnement artistique avec de la céramique dans le centre-ville. Et donc on s'est associés tous les trois pour y répondre. Et c'est une utilisation extrêmement différente, inhabituelle du matériau connu de Limoges, la porcelaine. Ça, c'est l'origine de la volonté politique de la ville. C'est ça, c'est que bizarrement, tout le monde connaît Limoges pour sa porcelaine et ce matériau est à peu près absent de l'espace public. Donc depuis quelques années, il y a plusieurs expériences qui sont menées et Aotsugi en fait partie.
Et donc, nous allons profiter de saluer l'adjoint à l'urbanisme de la ville de Limoges, Vincent Léoni, et Delphine Lacoste, la chef du projet, qui sont dans la salle. On vous applaudit pour votre courage. Donc Florian, vous habitez à Londres quand même, et vous d'ailleurs, on vous voit tout le temps par écran interposé. Comment vous avez fait pour créer cette formidable dialogue entre vous malgré la distance? Alors, à l'origine, c'est un projet qui s'est déroulé sur 2 ans. Donc c'est vrai que c'était, on va dire, pré-pandémie. Et du coup, on s'est beaucoup déplacé. Et donc on a passé beaucoup de temps à Limoges, dans les ateliers de Grégory, pour comprendre le matériau de la porcelaine, puisque à l'origine, on n'avait jamais fait un projet ou un objet en porcelaine. Et du coup, on a beaucoup travaillé avec Grégory dans l'atelier pour comprendre les différentes techniques, les différents moments qui sont nécessaires pour pouvoir créer une pièce. C'est assez compliqué et assez long, en fait, pour pouvoir sortir une pièce. En fait, disons la vérité, vous connaissiez rien à la porcelaine avant de rencontrer Grégory. Non, c'est grâce à Grégory que... Vous avez tout appris. Alors, comment ils étaient en tant qu'élèves apprentis pour la porcelaine? Alors, je dois dire qu'ils ont fait les choses dans l'ordre. Ils sont venus plusieurs fois à Limoges pour arpenter la ville et puis ils trouvaient les endroits propices pour y installer les pièces, mais aussi pour discuter dans l'atelier, s'inspirer de nos gestes, de ce que nous faisons, de nos habitudes de travail, pour s'en inspirer, pour les utiliser, mais aussi pour nous challenger et puis pour nous mettre au défi d'aller plus loin, de faire différemment, de façon à réaliser des pièces nouvelles, des objets qui sont différents de ceux qui existent aujourd'hui et qui sont de ce point de vue peut-être remarquables. Complètement surprenant, je dirais, quand on se promène à Limoges. Et encore une fois, on a encore une inspiration japonaise, la dernière pour aujourd'hui. Donc, Aotsugi, c'est quand même c'est plutôt, ça fait écho à quelque chose qui se fait au Japon. Peut-être vous expliquer encore un peu cette idée-là. Alors, le mot, c'est un néologisme trouvé par Grégory, qui lui a vécu au Japon, qui signifie à peu près littéralement réparation en bleu. Donc, mais là, c'est plus une citation intellectuelle ou un petit glissement de mots et d'idées et d'échelle aussi, plus qu'une réappropriation technique. Ou voilà, c'est un petit renversement de perception du matériau. Et là, quand vous allez aller plus loin grâce au prix, à la récompense et l'accompagnement, est-ce que ça sera forcément autour de la porcelaine, mais ça sera encore avec le bleu du four et avec encore une inspiration japonaise, ou vous ne savez pas encore dans quelle direction? Je crois qu'il y a 2 volets, en fait. À l'origine, on avait candidaté pour le prix pour pouvoir finir le projet. En fait, on avait, à l'origine, c'était combien, 25 ou 23 pièces? 20 pièces, je crois. 20, oui. Il y a 2 si pièces, je peux vous aider, je crois qu'il y en a 20. Il y a 2 pièces qu'on n'a pas réussi à réaliser par manque de temps et par manque de moyens. Et du coup, en fait, ce qui nous avait motivé pour... De finaliser. Voilà. Donc, une partie de cette dotation servira à finaliser ce projet pour pouvoir créer une pièce qu'on espère pouvoir poser sur la façade du musée Adrien Duboucher, qui est le musée de la porcelaine à Limoges. Ça sera le point sur les i, si j'ose dire, de votre création. Oui, voilà. Ah ben, c'est formidable. Je vous laisse aussi évidemment la possibilité de remercier ceux que vous voulez pour qui vous ont amené à être, je dirais, lauréat du prix Nobel pour les métiers d'art, parce que c'est bien ça, le prix pour l'intelligence à la main. Ben, on l'a déjà un peu fait tout à l'heure, mais je voudrais remercier à nouveau la ville de Limoges, qui a, notamment pour avoir bien posé la commande, le secret d'une bonne commande, c'est d'abord un bon commanditaire, et le fait d'avoir imposé aux candidats de s'associer d'emblée entre concepteurs et fabricants, je pense que c'était la bonne manière d'introduire la collaboration, et voilà, le dialogue entre nous a démarré avec ça. Et moi, je voudrais remercier Grégory, en fait, et l'atelier des porcelaines Arquier, et qui sont des gens formidables, et c'est un peu grâce à eux si on est là ce soir. Et aussi remercier la Fondation qui met en lumière ces gens d'exception. Absolument. Voilà. Grégory, dernier mot pour vous? Peut-être oui, pour expliciter un atelier de porcelaine, ce sont plusieurs ateliers. Il y a un atelier de modelage où on réalise le modèle en plâtre, un atelier d'établissage pour réaliser le moule, un atelier de coulage, un atelier de finition, un atelier d'émaillage, de cuisson, et c'est plusieurs métiers qu'il faut coordonner, mettre en musique et faire tourner avec l'inspiration de designers, parce que la création, c'est pas tout d'avoir le geste, il faut aussi avoir une super idée à construire. Donc on remercie tous ceux qui travaillent en atelier et on applaudit encore une fois les formidables gagnants
des Dialogues 2021. Et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Pierre. Je vous retrouve tout à l'heure pour la remise des trophées. Merci beaucoup. Cette idée de petits points bleus qui sont partout dans la ville qu'il faut découvrir, j'adore cette idée. Alors, nous avons une dernière récompense à décerner ce soir, celle de Parcours 2021, donc qui met en lumière une initiative singulière dans les métiers d'art, dans toute leur richesse et leur diversité. Et c'est la seule récompense, les habitués du prix le savent évidemment, pour laquelle on ne peut pas poser sa candidature. La Fondation recueille de propositions et le jury choisit finalement quelle structure, quelle idée, quelle initiative donc obtient cette formidable récompense Parcours 2021. Et pour vous les présenter, j'ai le plaisir de vous présenter un autre membre de jury, ça sera Patricia Ribaud. Merci de prendre votre micro, Patricia. Prendre un petit micro. Bonjour Patricia, merci de m'aider pour cette dernière catégorie. Alors, tout à l'heure, Françoise Bettencourt-Meyers a parlé justement du fait qu'il faut maintenant de plus en plus lier la tradition et les nouveautés, notamment technologiques. Et votre parcours, je dirais, c'est l'illustration de joindre ces deux choses parce que vous êtes à l'origine souffleuse de verre et aujourd'hui vous êtes une chercheuse extrêmement pointue dans les prestigieux laboratoires du futur de la Humboldt-Universität et de l'École des Arts de Weissensee, donc les deux à Berlin et à Brandenburg dans le Potsdam. Donc avec un parcours comme le vôtre, je me demande quel est le parfait point d'équilibre entre tradition et innovation? Très bonne question, merci. C'est déjà ça. C'est vrai que j'ai un parcours comme ça en zigzag qui a commencé par cette pratique ou cette curiosité pour le verre soufflé, pour les métiers d'art, pour le geste surtout. En fait, c'est peut-être là le point d'équilibre, comme vous dites, entre toutes ces traditions depuis une pratique du verre qui est millénaire évidemment, puis pour faire bref, ce parcours qui m'a amené en Afghanistan, à New York, qui m'a amené après, au bout d'un moment, peut-être du côté obscur de la force de la théorie, où je suis passée du côté de la philo, j'ai fait une thèse sur cette question du geste, et puis Berlin, encore en cours, un parcours en zigzag qui m'a amené dans ce cluster d'excellence, le cluster Matters of Activity, qui travaille sur cette idée d'activité de la matière, l'activité de la matière dans ses structures, dans ses symboles, dans toute cette dimension interdisciplinaire, internationale aussi. Et voilà, on cherche des tas de choses, on les trouve parfois, en tout cas on continue à chercher aussi bien du côté de la biologie que du côté de la philo, de l'histoire, du design bien sûr, et tout ça en s'articulant de manière assez extraordinaire. Fascinant, voilà l'avenir aussi du design dont on réfléchit en ce moment à Berlin, ça c'est formidable de savoir. Et Patricia, justement, tradition et innovation jouent aussi un rôle principal dans le lauréat du parcours 2021 du prix Lilien Bettencourt pour l'intelligence de la main, qui est donc l'ITEM, c'est-à-dire l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Alors ouais, absolument. L'ITEM qui se situe donc au Mans nous ouvre d'abord ses portes, vous allez voir, presque futuristes, avant que nous allons découvrir l'équipe dirigeante. Le petit film pour Parcours 2021, s'il vous plaît. Merci. L'ITEM est l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Il a été fondé en 1990 par 5 membres fondateurs issus de la facture instrumentale, du monde de l'éducation et du monde de l'artisanat.
Les particularités de cette implantation au Mans, c'est qu'on a une place acoustique très très forte, reconnue de façon internationale scientifiquement au Mans, avec notamment le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, que nous avons également l'école des Beaux-Arts, qui a un master mention design sonore. L'ITEM comprend un centre de formation pour apprentis, une école technique privée, un pôle d'innovation et un centre de formation professionnelle continue. En tout, ce sont 200 apprenants que nous accueillons chaque année, qui travaillent sur 4 familles d'instruments, les instruments à vent, les pianos, les guitares et les accordéons. Nous accueillons aussi une formation à la régie son et au spectacle vivant. L'ITEM est unique parce que c'est la seule école en Europe à avoir une école portée sur autant de groupes d'instruments différents. Ces missions sont donc évidemment la transmission et la préservation des gestes rares. C'est aussi l'innovation et l'accompagnement des entreprises de la facture instrumentale. Et puis c'est la patrimonialisation, patrimoine immatériel sur les gestes, bien sûr, patrimoine matériel sur aussi la conservation, la restauration, les savoir-faire autour de ces restaurations d'instruments rares. Les apprenants de l'ITEM sont avant tout des personnes qui ont déjà un niveau de qualification supérieur au bac et qui viennent chercher une formation sur des métiers passion dans les métiers d'art. Nous les préparons évidemment à l'expertise en facture instrumentale, nous les préparons aussi à des savoirs transversaux sur le numérique, sur l'entrepreneuriat, le commerce, et nous les sensibilisons très fortement aux questions d'innovation au travers du pôle innovation qui est présent et qui est la spécificité aussi de l'ITEM. Alors, le pôle innovation il remplit une des missions depuis le départ de l'ITEM, qui est finalement de transférer la recherche ou les innovations, ou les derniers éléments technologiques et autres au service des entreprises. Donc c'est un lieu où il va y avoir de la recherche, du transfert et de la formation. La recherche, qu'on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les laboratoires, ou là où la recherche fondamentale se fait, ou la recherche de pointe se fait. Et puis on va créer l'interface qu'il y a entre les facteurs d'instruments, les métiers de la musique, et puis ces laboratoires, en exerçant différentes activités en lien avec par exemple la transition énergétique et écologique, la transition technologique ou la culture et le patrimoine. J'ai été très heureux d'apprendre cette récompense puisque ça venait saluer les activités de l'ITEM. Ça vient appuyer, reconnaître le très fort engagement des équipes au moment où l'ITEM s'engage vers un nouveau projet pluriannuel. Ce prix vient à un point nommé par rapport à la temporalité que vit la structure et les équipes. Je suis sûre, une découverte pour plus d'un dans la salle, donc aucun bémol pour l'ITEM, ce centre de formation en métier de l'art de facture instrumentale. Et j'invite maintenant à nous rejoindre la présidente de l'ITEM, Fabienne Lagarde, et la directrice, Carole Rendu. Mesdames. Mais c'est incroyable qu'un tel institut existe en France. Personnellement, je ne sais pas vous, je ne le connaissais pas, l'ITEM. Venez un peu plus dans la lumière. Voilà, c'est le jour où il faut se mettre dans la lumière. Alors, Madame la Présidente de l'ITEM, d'abord, on a un peu compris, mais quelle est la totale singularité de votre institut et pourquoi il est unique en Europe? Alors, l'ITEM, un institut qui aura bientôt 30 ans et qui a été créé par des professionnels pour transmettre des gestes, un savoir-faire aux futurs artisans, que je considère vraiment comme des métiers, des artisans d'art à part entière, et autour de la facture instrumentale, c'est-à-dire autour de la vie d'un instrument de musique, de sa conception jusqu'à sa maintenance, ses réparations, etc.
Carole, vous voulez sûrement ajouter quelque chose? Oui, effectivement, l'ITEM a une genèse qui commence avec le piano, historiquement, et puis une ouverture ensuite à d'autres familles d'instruments. C'est extrêmement important et conserve, et vraiment avec ces professionnels toujours autour de l'ITEM, puisqu'ils sont dans la gouvernance de l'ITEM, et on a ce souhait d'être toujours à leur service, d'être porteur d'innovation, et puis de répondre à l'ensemble des besoins des professionnels de la facture instrumentale en préparant nos futurs professionnels par la transmission et puis aussi en aidant les professionnels déjà implantés. Patricia. Alors, merci vraiment de toute cette présentation. Et puis, nous, ce qui nous a semblé vraiment très, très important dans le jury, d'abord, c'était aussi de mettre en lumière cette facture d'instruments qui est assez peu reconnue dans le monde des métiers d'art. Et puis aussi vraiment ce qu'incarne l'ITEM, c'est-à-dire à la fois la transmission et la production de gestes très rares, très exigeants. Je pense à ce que vous faites avec les archetiers notamment, et puis ce grand saut presque, enfin ça semble presque inédit de parler de fraiseuse numérique, de découpe laser, de Open Lab, de nouveaux matériaux. Alors moi j'ai envie de vous poser cette question sur les nouveaux matériaux. Comment vous envisagez, parce que c'est presque plus qu'une innovation, c'est quasiment une révolution culturelle. Est-ce que vous avez des relations comme ça avec les musiciens? Qu'est-ce qu'en pensent les musiciens à l'idée de jouer sur des nouveaux instruments ou des instruments fabriqués avec des nouveaux matériaux? Mais ça rentre pleinement dans les missions de l'ITEM, justement, de réfléchir, d'amener ces problématiques aussi à la connaissance des artistes. On a des questions maintenant de durabilité dans les matériaux. C'est vrai qu'il y a des enjeux à aller chercher des matériaux qui seraient peut-être un peu moins rares, un peu moins loin aussi, et de les substituer par des matériaux plus faciles à obtenir, moins coûteux, mais qui permettent quand même de garder cette qualité du son, de l'acoustique qui nous est chère aux membres, et donc de réussir sur ces nouveaux matériaux à reproduire les gestes finalement d'excellence de cette facture instrumentale. Carole, de quelle matière nous parlons? En quoi va être faite la guitare de demain? La guitare de demain, elle existe déjà. On a eu le bonheur de la présenter fin août avec des élèves du conservatoire qui ont joué dessus, et elle est constituée de lin et de chanvre. De lin et de chanvre. Qui vient de Normandie. Et voilà, l'idée c'est d'avoir des innovations qui effectivement sont dans la transition écologique, sont aussi dans la transition technologique, et pour nous l'équilibre très fragile à tenir, c'est toujours cette sculpture du son et cette qualité acoustique avec les gestes extrêmement extrêmement précis qu'il faut avoir autour de ça, et puis en même temps d'avoir cette dimension et ce dialogue avec l'artistique. D'où l'importance d'associer très très en amont des élèves des écoles de musique ou des conservatoires. On a notamment une opération où les élèves viennent voir dès le départ la fabrication de la guitare, des futurs musiciens, guitaristes, voient les différentes étapes et jouent ensuite de ces guitares. C'est pour s'approprier l'instrument. Pour s'approprier et puis entrer dans ce dialogue artistique et facteur d'instruments, qui est un dialogue extrêmement important. Ce qui est formidable, donc on a moins besoin des bois précieux. Je pense que c'est une démarche tout à fait dans l'air de temps, transition écologique, n'est-ce pas? L'idée, c'est d'anticiper sur les évolutions à venir et effectivement les problématiques d'importation des bois précieux et d'autres substances plus délicates à l'avenir. Et alors, vous parliez aussi beaucoup dans votre dossier des relations au design et à l'ingénierie. Alors évidemment, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez une relation qui est en train de se mettre en place ou qui va se mettre en place avec l'école de Talm, Tours-Angers-Le-Mans, et puis l'université du Mans, et puis à l'international aussi avec... Là, c'est peut-être la dernière chose, cette idée d'université virtuelle du piano. Oui. Donc, est-ce que vous imaginez faire une formation par la VR Par la VR, la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, oui, tout à fait. Oui, on est sur ce grand écart entre la patrimonialisation, puisqu'on est aussi capable, avec le pôle innovation, de faire rejouer, par exemple, ou de refabriquer une lyre mérovingienne du 7e siècle qui était dans un musée à Francfort.
Mais on va aussi pouvoir créer une académie virtuelle de la facture instrumentale en général, en travaillant sur la numérisation des gestes rares pour les préserver, pour mieux les comprendre et les améliorer encore, donc toujours cette recherche d'excellence dans le savoir-faire français de la facture instrumentale, et puis pour le transmettre à l'international et pouvoir mailler avec des partenaires internationaux. C'est le projet que nous avons prochainement avec le Canada. Et pour ça, la dimension scientifique est extrêmement importante. Oui, comme vous le disiez précédemment, l'innovation, c'est aussi mélanger les points de vue, mélanger les cultures, mélanger les savoir-faire. Donc c'est mélanger là une vision très artisan, métier d'art, avec des scientifiques. On a la chance d'avoir un écosystème assez riche, avec des scientifiques donc sur l'acoustique, on l'a dit, sur les matériaux, et puis sur le design. Donc tout ça, ça crée une certaine émulation, une envie de travailler ensemble et d'aller vers de l'innovation au service des instruments. Tout à fait. Pour parler d'un dernier volet d'activité de l'ITEM, c'est notamment avec toujours l'accompagnement de la Fondation. Vous avez une idée formidable avec le Canada, j'adore ça. Vous allez numériser les gestes des constructeurs de pianos, c'est bien ça? L'idée, c'est de numériser les gestes de réparation dans un premier temps, de fabrication également, pour être à l'intérieur d'un piano, décomposer l'ensemble des gestes et puis aussi travailler accessoirement sur les troubles musculo-squelettiques, à la fois des musiciens mais aussi des réparateurs et puis d'autres usages. C'est incroyable ça. Voilà, pour peaufiner encore nos savoir-faire. Ouais. En fait, pour que ce savoir-faire ne se perde jamais. Non. Mais je pense bien que c'est la mission principale de l'ITEM et je pense que l'ITEM a mérité encore une fois vos applaudissements. Voilà, parcours 2021. Bravo à vous, mesdames. Et à toute votre équipe, je vous laisse la place pour un remerciement, bien sûr. Carole ou Fabienne, qui veut commencer? On va remercier la Fondation, tout d'abord, pour ce soutien et les membres du jury. Ce soutien, cette mise en lumière d'un travail très très lent qui est celui de la formation. Parce que c'est un travail exigeant et de long terme, bien sûr, de longue haleine. De le mettre en avant et la mise en lumière aussi de toute cette filière d'excellence française de la facture instrumentale. C'est beaucoup de professionnels qui sont avec nous, certains qui sont au quotidien dans la gestion du bureau de l'ITEM et certains sont là ce soir, je les en remercie sincèrement, mais aussi tous ces professionnels indépendants qui sont dans toute la France et qui accompagnent, qui forment nos jeunes apprenants avec beaucoup de patience et de persévérance en les recevant dans leurs ateliers. Merci à eux aussi. Carole? Oui, un grand merci à l'ensemble aussi des membres de l'équipe de l'ITEM. L'année 2020 a été, comme pour tout le monde, un peu bousculée. L'engagement a été sans faille et nous avons même pu mener des projets de très forte valeur ajoutée avec une dimension d'innovation très importante. Ce prix vient nous encourager dans cette perspective et va nous permettre de passer un cap supérieur dans le développement de ces projets et de nouer aussi des partenariats qui sont très précieux pour nous sur ce mélange, design, dimension artistique, dimension sonore. Tradition et invention, c'est bien ce que vous représentez. Merci encore une fois, une dernière applaudissement que pour votre catégorie. Avant, mesdames et messieurs, que nous allons procéder à la remise des prix. Merci beaucoup, mesdames. Donc, je vous demande déjà de prendre place là. Merci beaucoup à vous, Patricia, de m'avoir si bien assisté pour interroger l'ITEM et son équipe dirigeante. Et je demande maintenant, avec vos légers applaudissements, faites un petit applaudissement pour garder un peu pour après, d'abord à tous les lauréats donc, de 2021 de nous rejoindre ici sur scène, suivis de ceux de 2020. S'il vous plaît, nous allons nous mettre en position pour le moment frissant de la journée, de notre soirée. Et ça sera le tour des lauréats de l'an 2020 de nous rejoindre ici aussi. Venez, venez, venez. Voilà, 9 lauréats, mesdames et messieurs. Pour être honnête, j'espère que nous n'allons plus jamais voir ça. Ça veut dire que nous n'allons plus jamais avoir une pandémie où il faut faire 2 cérémonies en une seule soirée. Mais voilà le cru des 2 années du prix L'intelligence pour la main. Lilian Bettencourt, bravo. Alors, que de l'excellence.
Eh bien, c'est le grand moment de recevoir donc le trophée qui va avec ce prix. Et pour ça, je demande à la présidente de la Fondation Bettencourt-Schweller, Françoise Bettencourt-Meyers, accompagnée de Jean Deloisy, de venir nous rejoindre. S'il vous plaît, par là. Et Fanny, vous allez être la première à recevoir votre récompense. Tout simple, voilà, un tout petit parfait. Vous êtes extrêmement bien, que c'est bien discipliné ici. Donc, Françoise, je vous prie, avancez par ici. Donc, aidée par le président du jury. Et la toute première personne qui reçoit son trophée, c'est donc Fanny Boucher, qui excelle dans ce métier rare qu'il a, héliogravure, le talent d'exception 2020 pour Arboris. Fanny, quel soleil! Non, pas maintenant, tout à l'heure, tout le monde. Et nous continuons pour la récompense Dialogue 2020 pour Entropie, le radiateur magique créé et inventé par le laqueur Nicolas Pinon et le designer Dimitri Linka. Les voici. La troisième récompense pour l'année 2020 est donc la distinction parcours attribuée à la structure Make Ici, représentée par ses deux cofondateurs, Christine et Nicolas Barthes. Des manufactures qui créent des liens. Et ce n'est pas fini du tout, parce qu'il y a un autre talent d'exception, je le vois, vous inquiétez pas, Karl, elle va arriver, la récompense. Pour le talent d'exception 2021, le joaillier Karl Maslow pour Black Garden. Super. Et là, il nous faut 3 trophées, ça va être beaucoup, vous avez fait exprès. C'est donc le trophée dans la catégorie Dialogue 2021 qui revient à Grégory Rosenblatt, porcelainier et céramiste, et les designers Nicolas Lelièvre et Florian Brier. Last but not least, les jeunes filles, voilà, merci. Last but not least, le dernier trophée de la journée revient donc à l'ITEM. Je pense que une grande partie de la salle a découvert l'existence de l'Institut technologique européen des métiers de la musique, qui l'a remporté et qui est donc présenté ce soir par sa présidente Fabienne Lagarde et la directrice Carole Lerondu. Voilà, mesdames et messieurs, la grande famille des lauréats du prix Lilien Bettencourt pour l'intelligence de la main s'est agrandie de 9 membres ce soir, du jamais vu. Et pendant qu'eux, ils vont se regrouper maintenant pour faire une petite photo de groupe, de grande photo de groupe plutôt. Françoise, s'il vous plaît, au milieu, accompagnée de Jean et avec tous les lauréats autour, qui seront également rejoints par tous les membres du jury qui sont là. Je vous prie, mesdames et messieurs, venez nous rejoindre, évidemment sous vos applaudissements. Le jury du prix. Bien recouvré, voilà, un peu plus avant, venez par là, Françoise, et vous, voilà, voilà, Fanny un peu plus par là, et c'est parfait. Fanny, venez là, à côté de Karl, voilà, 2 talents d'exception. Et mesdames et messieurs, pendant que vous, voilà, là, le photographe de tout à l'heure, que j'avais un tout petit peu demandé de faire ça tout à l'heure, merci de revenir. Désolée, mais c'était pas le moment. Et donc, pendant qu'il se plie à cet exercice, toujours extrêmement agréable, se faire photographier devant toute une salle qui les regarde, essayez de me regarder moi, comme ça ils seront plus relax. Ah non, il n'est pas encore là, le photographe. Il faut attendre. Mais moi, j'ai encore 4 choses à dire, comme ça je vous toute votre attention. Tout d'abord, donc, je voudrais vous donner rendez-vous. Vous l'avez compris, pour une fois, les œuvres ne seront pas exposées tout de suite ici dans la salle en dessous, mais à partir de lundi prochain, et cela pour 10 jours, jusqu'au 22 octobre, chez Christie's, 9 avenue Matignon, où vous pouvez les découvrir, tout ce qu'ils ont produit, les lauréats d'aujourd'hui. L'entrée est libre,
mais il faudra quand même, s'il vous plaît, réserver votre créneau avant, toujours pour ce problème de la jauge que nous avons encore. Très important aussi, si vous rêvez de remporter ce prix et d'être ici sur scène un jour, alors rappelez-vous bien cette date, le 2 novembre prochain, c'est à nouveau possible de déposer sa candidature pour l'édition 2020. Si vous voulez faire la photo, ils vous attendent. Oui, on les regroupe, pas de problème. Alors, venez un peu plus, Didier, tout le monde. Faisons 2 lignes. Françoise, voilà, avec les 2 talents d'exception à ses côtés, c'est parfait, bien sûr. Et il manque une personne importante. Le jury un peu plus derrière pour essayez de vous regrouper. Bon, monsieur a des exigences, vous savez quoi? Parlez avec les lauréats, et moi je parle à la salle, hein, on va dispatcher. Et il a des idées très particulières. Et il manque bien sûr une personne ici encore. Je vous demande de m'aider à le faire se lever et le rejoindre. C'est Jean-Pierre Meyers qui échappera point à la photo. Merci de l'applaudir. Qui a cru pouvoir échapper. Ces applaudissements sont pour vous, Jean-Pierre. Vous ne pouvez pas vous faire applaudir sans venir. Impossible. Impossible. Votre femme est là-bas. Merci beaucoup. Merci de m'avoir aidé parce que... Donc, j'ai déjà dit le 2 novembre. La 3e chose à vous dire, c'est en fait un grand merci. Un grand merci à un ancien lauréat du chant choral de la Fondation, Marc-Olivier Dupin, qui a imaginé ces magnifiques petites musiques de jingle que nous avons entendues tout au long de la soirée. Marc-Olivier, ça c'est votre applaudissement. Et excusez-moi, avant la 4e information, la plus importante pour vous tous, je vais quand même donner mon petit conseil comme tous les ans. Vous savez comme on est bien sur les photos? C'est terrible. Il faut penser à quelque chose d'intelligent, parce que c'est que les yeux qui comptent. Pensez à quelque chose de vraiment très... Voilà, là, Jean, je vois carrément. Et plouf, parce que c'est que les yeux qui comptent, le reste suit. Donc, vas-y, jeune homme, faites. Parfait. Et pendant que cette magnifique famille du prix est photographiée, le plus important, c'est le cocktail que nous avons quand même pu organiser dans la salle en dessous, mais malheureusement, compte tenu des contraintes sanitaires, avec une jauge limitée. Donc, s'il vous plaît, si jamais cette jauge est atteinte, on va vous demander d'attendre pour que quelqu'un sorte, pour que quelqu'un d'autre rentre. C'est pas possible autrement. Donc, merci beaucoup d'avance de votre compréhension pour ce petit hic. Mais au moins, il y a le moment de convivialité, notamment pour les lauréats, évidemment, pour pas les lâcher comme ça dans la nuit parisienne après une soirée comme ça. Merci encore de votre soutien pour faire rayonner ces magnifiques savoir-faire qui se trouvent sur les terres de ce beau pays. Et longue vie au métier d'art français. Merci. Avons-nous tous les photos qu'il faut? Avons-nous tous les photos